Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode du Contexte. Aujourd'hui, pour continuer dans la bonne humeur, on va parler de l'État islamique, ou EI, ou État islamique en Irak et au Levant, ou Daesh, tout ça, c'est pareil. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Справку вас приготовить. L'État islamique, c'est une organisation terroriste relativement récente, vu qu'elle est née le 13 octobre 2006, lorsque le Conseil consultatif des Moudjahidines en Irak proclama la naissance de l'État islamique d'Irak, sous le statut de l'émirat. Oui, le Conseil consultatif des Moudjahidines en Irak. Ça existe, et je te déconseille de foutre de leur gueule. Le 29 juin 2014, l'émirat s'est mué en califat, et fort de ce nouveau statut, Daesh demande à tous les musulmans du monde de se soumettre. Alors évidemment, ce n'est pas sans poser problème, car ils veulent vraiment dire tous les musulmans du monde. Donc que ce soit le simple croyant qui vit en Europe ou en Asie ou n'importe où, mais également les autres organisations terroristes. Par exemple Al-Qaïda. Alors, cette annonce a été reçue avec un enthousiasme assez mitigé dans la communauté charmante des djihadistes. Bon, et finalement, en quoi ça consiste tout ça? Où est-ce que c'est situé? Quelles sont les limites, les frontières? C'est un État? C'est pas un État? On va regarder la carte. L'État islamique, dont les zones d'influence actuelles apparaissent ici en rouge, s'étale à cheval sur l'Irak, ici, et la Syrie, ici. Il revendique la zone en gris. Son chef, le calife, s'appelle, alors attention, soyez attentifs, je ne dirai qu'une seule fois, Abu Bakr al-Baghdadi al-Husseini al-Krashi. Mais comme il a vu que c'était pas très vendeur comme nom, il a pris un nom de scène, il faut l'appeler Ibrahim. Alors, bon, on peut se demander quel est le projet derrière ça, parce qu'on voit qu'il revendique un territoire, mais pourquoi faire? L'idée qui est derrière ça, c'est de créer un État théocratique, basé sur une interprétation rigoureuse de la charia, dans lequel la laïcité, le nationalisme et la démocratie seraient rejetés car qualifiés d'ordure de l'Occident. Ils ont donc promulgué une charte de 16 articles, dont je vous épargne la lecture intégrale de ce texte superbe, mais je vous en donne quand même le meilleur. Alors, article 5. Les opposants sont menacés d'homicide, de crucifixion, et l'amputation des bras et ou des jambes. Article 8. L'alcool, le tabac et les drogues sont interdits. Article 10. Toutes les manifestations publiques, considérées comme contraires à l'islam, sont interdites. Bon, le livre promet également la destruction des statues qui ont été édifiées avant l'avènement de l'islam. Les femmes ne peuvent sortir qu'habillées d'un niqab et accompagnées d'un des membres de leur famille, leur mari ou un frère. Elles sont considérées comme des objets, c'est-à-dire que les combattants les capturent et les réduisent à l'esclavage. Elles sont alors utilisées comme jouets sexuels, ou bien, ou les deux d'ailleurs, vendues en place publique. Par exemple, le 16 août 2014, 700 femmes yézidis ont été vendues comme esclaves sexuels pour un prix moyen de 150 $. Voilà. Par ailleurs, l'État islamique rétablit le statut de dhimmi. Les dhimmis, ce sont les non-musulmans qui ont le droit de vivre sur la terre musulmane à condition de s'acquitter d'un impôt. Alors, bon, dans les faits, c'est assez impraticable dans la mesure où ils demandent un prix tout à fait exorbitant pour pouvoir rester là, et ça se traduit en réalité donc par des massacres. Bien, bon, il est maintenant établi qu'on n'a pas uniquement affaire à une bande de rigolos plein de poils, mais bien à une bande de fous furieux qui risquent de faire péter toute la région. Alors, on fait quoi? Première réponse, le 2 août, l'Union européenne décide d'envoyer de l'aide humanitaire. Le 15 août, donc 3 jours plus tard, la France, l'Angleterre, le Royaume-Uni et les États-Unis se rendent compte de la faiblesse du sac de riz face à une balle de M16 et décident donc de changer de tactique. Alors, un bref petit rappel historique va nous permettre certainement de deviner cette décision. De 79 à 88, les Américains envoient une quantité considérable d'armes aux Afghans pour se défendre contre les Russes. Pas de peau, quelques années plus tard, les talibans arrivent au pouvoir et retournent ces mêmes armes contre les Américains. Deuxièmement, de 2003 à 2011, les Américains équipent la nouvelle armée irakienne d'armes. Alors, pas de peau, on retrouve aujourd'hui ces mêmes armes aux mains de l'État islamique. Troisièmement, en 2013, la France
fournit des armes aux rebelles syriens pour lutter contre Bachar el-Assad. Et ben on retrouve ces armes chez l'État islamique. C'est con, hein? Voilà. Ceci étant posé, écoutons la décision de nos fins stratèges. Roquettes anti-chars, fusils d'assaut, grenades, l'Allemagne déroge à ses principes et va livrer des armes aux Kurdes, de quoi équiper jusqu'à 4000 combattants kurdes pour les soutenir dans leur lutte contre l'État islamique dans le nord de l'Irak. Une aide militaire déjà engagée par plusieurs pays, dont les États-Unis, la France ou le Royaume-Uni. Tu leur dis ou je leur dis? Mais vous... Excusez-moi. Je voulais simplement faire remarquer la surprenante stratégie qui consiste à armer le dernier Pékin du coin qui n'a pas encore sa Kalachnikov ou sa M16. Voilà où nous en étions début septembre. Seulement depuis l'État islamique a décapité les otages. Le temps a donc décidé d'intervenir militairement. Si on fait le bilan des dernières interventions militaires contre les islamistes, le constat est sans appel. Que ce soit la Libye, l'Irak ou l'Afghanistan, toutes ces zones sont devenues des zones de non-droit et des réservoirs de combattants islamiques. Le problème, c'est que l'Occident continue à faire la guerre comme elle le faisait au début du XXe siècle. Alors, si des bombardements ou des interventions militaires au sol permettent de mettre un État à terre, ce n'est pas vrai pour ces organisations protéiformes, elles y sont quasiment insensibles. Vous détruisez une base, et elle repousse un petit peu plus loin. On gagne les batailles, c'est vrai, mais on perd la guerre. Je ne dis pas que dans l'immédiat, il ne fallait pas intervenir militairement pour stopper l'avancée des djihadistes. Simplement, peut-être est-il temps de mettre en place des politiques de long terme, des aides au développement, des aides à la formation des écoles, des aides aux infrastructures, consolider les États en place. Alors, c'est peut-être un petit peu moins sexy pour les JT de 20h, mais je pense que c'est plus efficace à long terme. Pour conclure, on peut se demander pourquoi les mouvements djihadistes ont pris tant d'ampleur ces 20 dernières années. Peut-être que la colonisation écrasante du XIXe siècle n'a pas laissé la place à une élite nationale d'émerger. Peut-être alors que lors de la décolonisation, ces peuples sont tournés vers des régimes autoritaires et incompétents. Peut-être enfin que ces personnes, dans leur désespoir, se sont tournées vers les seuls qui leur offraient un projet, un avenir. Peut-être que d'une tutelle avare pour recueillir les suites, et le mal qu'ils vous font, c'est vous qui le leur fîtes. Victor Hugo. Pourquoi j'ai ça dans la main, moi? Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Voilà, c'était le deuxième épisode du contexte. J'espère que ça vous a plu. Comme vous le constatez, j'ai changé le micro. J'espère que ce sera un petit peu mieux. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste là. Ou alors mettre un petit commentaire positif juste en dessous. Ça me fait vachement plaisir. Merci beaucoup.